Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, c'est la rentrée, nous sommes le 1er septembre, on se retrouvera tous les jours de la semaine à 12h45 pour décrypter l'actualité, notamment l'actualité politique avec des invités au cœur de l'actualité. C'est le cas de Françoise Berthiaud, bonjour. Bonjour. Chef de groupe pour le mouvement réformateur au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Parlement de la Communauté française, donc dans l'opposition. On vient d'entendre Joëlle Milquet, la nouvelle ministre de l'Enseignement dans le journal. Elle indique qu'il y a moins d'une centaine d'élèves qui sont désormais en liste d'attente pour la rentrée en secondaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème avec le décret d'inscription? Non, il y a moins d'une centaine d'élèves, mais il y a quand même plein d'enfants qui n'ont pas d'école. Il y a des parents qui ont stressé tout l'été. Elle semble dire, elle essaye de raconter que le décret s'améliore tout seul. C'est certain, je pense que les parents sont plus rompus à l'exercice et développent des stratégies qui leur permettent d'avoir plus rapidement une certitude sur la place de leur enfant. Donc ils remplissent mieux le dossier, ils trouvent les failles. C'est pas qu'ils remplissent mieux le dossier, mais certains, par exemple, vont faire d'autres choix, vont peut-être prendre comme premier choix officiel les écoles où ils ont plus de chance et qui ne sont pas nécessairement les écoles qu'ils préfèrent. Donc moi j'ai entendu beaucoup de parents dire, bah oui, bah là, on va là, on aime moins, mais on a plus de chances d'avoir une place. Donc effectivement, de ce côté-là, les choses s'améliorent, si on peut dire. Mais il y a toujours, je rappelle, des enfants sans école et ce décret a toujours des parts obscures au niveau de la manière dont ça se décante qui ne vont pas. Quand Joëlle Milquet dit mais oui, mais il reste 1700 places en région bruxelloise, donc il n'y a pas d'enfants sans école, il y a juste des enfants sans école de leur choix, des enfants sans école de leur choix. Je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a des écoles sans enfants. Pourquoi, de façon récurrente, chaque année, des parents ne veulent pas de certaines écoles. Et ça fait plusieurs années que je dis aux ministres CDH successifs de l'enseignement, posez-vous honnêtement la question de savoir pourquoi les parents ne veulent pas inscrire leur enfant dans certaines écoles et tâcher d'y remédier. Oui. Le MR n'est donc pas dans la majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous aviez fait de la réforme du décret d'inscription, voire de sa suppression, un de vos chevaux de bataille pendant la campagne électorale. C'est donc une occasion manquée. Ça veut dire que ce décret d'inscription va rester sans vous? La ministre de l'Enseignement l'a dit tout à l'heure, on va encore l'améliorer. Elle veut y ajouter un critère pédagogique. Moi j'entends ça dans toute la campagne électorale, c'est DH qui racontait ça. Je peux l'entendre, mais j'aimerais surtout qu'on ne joue pas une fois de plus aux apprentis sorciers, à introduire un nouveau critère, c'est de nouveau modifier tous les indices. Qu'est-ce qui va en résulter? Qu'est-ce que ça va faire comme dégâts la prochaine fois? Et puis il faudra qu'on m'explique, mais je suppose qu'on me l'expliquera un jour au Parlement, comment un critère pédagogique peut être quantifié. Parce que, vous le savez comme moi, le pédagogique, c'est de l'ordre de l'impalpable, donc c'est difficile à quantifier. Alors on a vu dans le journal également un reportage sur ces classes préfabriquées. L'exécutif avait promis 800 places pour cette rentrée. Elles sont là, les 800, vous avez fait le compte ou pas? Alors, les 800 places sont globalement là. De ce que j'ai pu vérifier. On a vu dans le reportage des classes qui n'avaient pas ouvertes, voilà. Ou des préfabriqués auxquels les élèves n'avaient pas encore accès. Donc quand je dis elles sont globalement là, les murs sont là. Les préfabriqués arrivent, la commande a bien été passée, les préfabriqués arrivent, mais elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas toutes opérationnelles pour la rentrée. On en a encore visité vendredi qui, au mieux, seront opérationnelles la semaine prochaine. Et donc, moi, j'aurais voulu avoir une commission de l'éducation où la ministre nous aurait expliqué ce qu'on allait avoir comme solution intermédiaire. Parce que vous savez que des petits-enfants de maternelle, des petits-enfants de 3 ans, s'il n'y a pas de classe, que font les parents? Ils ne peuvent plus aller dans les milieux d'accueil de la petite enfance. Que fait-on avec ces enfants? Comment accueille-t-on ces enfants? Je n'ai aucune réponse pratique à ces questions très pratiques. Donc vous allez interroger la ministre? Mais j'ai interrogé, j'ai demandé une commission et on me l'a refusé. Vous a refusé? Voilà, on m'a donné une note à la place. Ouais. Vous avez confiance, d'une manière globale, dans Joëlle Milquet, ministre de l'Enseignement? Personnalité de premier plan qui se mouille sur un portefeuille sensible? Je n'ai confiance de manière globale pas du tout dans ce gouvernement. Vous savez, on a connu déjà un gouvernement PS-CDH, et puis on a mis un peu d'écolo, et puis on retrouve les mêmes. On va faire maintenant une grande messe pour le pacte pour l'école, comme si on n'était pas depuis 10 ans dans le même gouvernement. Pacte pour l'enseignement d'excellence. Tout à fait. Il y a le mot excellence, ça doit vous faire plaisir. Ça, je leur ai dit. J'ai trouvé dans cette déclaration gouvernementale des mots qui sont les nôtres depuis des années. Excellence, travail, goût de l'effort. Quand nous prononçons ces mots-là, il y a 10 ans, on traitait ça comme des gros mots. Vous êtes en train de me dire que c'est le programme du mouvement réformateur? Une grosse partie du programme du mouvement réformateur est dans le programme du gouvernement. On a retrouvé, avec bonheur à la lecture, une grosse partie de notre programme, même mot à mot, du vocabulaire qui nous est propre, dans la déclaration du gouvernement. Maintenant, évidemment, moi, mon job, c'est de vérifier comment ils vont mettre ça en œuvre et s'ils vont réaliser les choses comme nous pensons qu'elles doivent être réalisées, évidemment. Et donc, quand Joëlle Milquet dit on a 124 millions d'efforts budgétaires à faire dans ce département, c'est pas insurmontable, elle a raison ou pas? J'espère qu'elle a raison, que c'est pas insurmontable, mais seulement elle minimise parce que le chiffre de 124 millions, c'est l'effort que la Fédération va devoir faire pour 2015, de façon structurelle,
se rajoutera à ça, et ça elle ne le dit pas évidemment, en 2016, 280 millions. Et à la fin de la législature, nous pensons qu'ils devront avoir trouvé de façon structurelle 650 millions. Ouais, quand la ministre dit qu'il n'y aura pas de suppression de postes et on ne touchera pas à l'essentiel, et on va faire baisser le nombre de redoublements, on va peut-être toucher un petit peu à l'aménagement des options et ça sera suffisant? Vous pensez que c'est possible ou pas? Je l'entends, mais on verra, parce que si on touche aux options, si on supprime des options, les enseignants qui donnent cours dans ces options-là, que va-t-elle en faire? Diminuer le redoublement, effectivement, le redoublement, c'est un coût de 400 millions d'euros. Mais évidemment, diminuer le redoublement n'a d'effet budgétaire, financier, que quelques années après. Et vous êtes d'accord avec la philosophie de limiter le redoublement en disant que ça ne sert à rien? Ou c'est une sanction qui doit rester? Je suis très prudente. Ça ne doit pas être une sanction, ça doit être appliqué quand c'est utile. Je pense que dans notre pays, dans notre culture d'enseignement, nous pratiquons trop une culture de l'échec et trop une culture, dès lors, du redoublement. Mais de façon arbitraire, dire on va supprimer le redoublement risque de passer à côté de l'objectif, puisque dans certains cas, pas dans tous, quand il n'est pas une sanction, mais quand il est destiné à permettre à un enfant de progresser dans son apprentissage, il ne doit pas être arbitrairement supprimé. Alors j'ai encore une question sur la rentrée d'aujourd'hui. Vous avez peut-être vu dans le journal le reportage que Télé Bruxelles a fait au lycée Guy Cudel à Saint-Josse. Les uniformes dans les écoles, et là en l'occurrence c'est une école officielle, c'est une bonne idée ou pas? Mais je pense, moi j'ai toujours été, et à titre personnel, favorable aux uniformes à l'école. J'en ai toujours porté, mes enfants en ont porté une partie de leur scolarité. Je pense que c'est probablement un des moyens les plus neutres de gommer les différences, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, entre les élèves. Pourquoi on ne généralise pas à toutes les écoles de la fédération alors? Parce qu'il y a encore une liberté au niveau des établissements de choisir si on le fait ou non. Je ne pense pas qu'on doive réglementer. Les écoles en ont marre des mesures qui leur tombent dessus comme ça, venues d'en haut. Mais personnellement, je trouve que c'est vraiment une mesure qui rétablit une égalité, une neutralité entre les élèves et qui finalement, je dois bien vous le dire, je l'ai vécu comme maman, peut être économique pour les parents. Alors, on va quitter le niveau fondamental et s'intéresser 2 minutes au supérieur, si vous voulez bien. Jean-Claude Marcourt, qui indique que, contrairement à ce que la presse avait indiqué, on n'a pas touché aux moyennes nécessaires pour avoir sa seconde cesse au niveau supérieur. Vous avez tout compris ou pas tout compris? Non, oui, compris, oui, parce que je connais bien le dossier, mais c'est du cafouillage. Délibéré ou non, je n'en sais rien. Donc un courrier du ministre Marcourt a laissé entendre qu'on appliquerait déjà pour cette session d'examen de seconde session son nouveau décret qui abaisse la moyenne de réussite à 10 sur 20. À la place de 12 sur 20, à la place qui est de la 12 règle sur 20. aujourd'hui. Cette communication a évidemment filtré auprès de tous ces jeunes qui sont en train maintenant de passer leurs examens de seconde cesse un espoir énorme. C'est évidemment illégal et inapplicable puisque une même année académique ne peut pas avoir des règles de délibération différentes entre Donc juin et aujourd'hui, septembre. c'est 12 sur 20. Donc maintenant, il a rattrapé la sauce. Ce qui est important quand même, c'est que je pense que c'est un petit coup de démagogie, mais visiblement, les étudiants, ils sont intelligents, ils ne sont pas dupes. Et finalement, ça n'aura pas tellement plu en général. Ouais. Un mot, est-ce qu'il faudra bien avoir un bac un jour en Belgique, comme bac français, pour passer dans le supérieur? Alors, ce n'est pas comme le bac français, mais vous avez vu que le gouvernement a mis le bac dans son programme. Nous le proposons, nous, depuis 15 ans. Donc, pour nous, ce n'est pas une mesure à laquelle nous sommes opposés. La seule chose que nous disons, que le bac de ce gouvernement ne soit pas comme le CEB, un instrument qui n'est pas un instrument vérité. Si bac il y a, vérité il doit y avoir, dans la mesure des compétences terminales que nos jeunes ont en sortant du secondaire. Alors on va passer aux questions Twitter. Quelques questions pour vous, mais qui ne concernent pas l'enseignement, mais qui concernent plutôt les négociations au gouvernement fédéral et donc cette fameuse coalition suédoise. C'est le terme qu'on a employé, coalition suédoise? On parle de suédoise, oui. Ouais. Ce sont les couleurs. Yann Peter, est-ce vrai que le mouvement réformateur est le parti de gauche de la coalition qui bloque les réformes structurelles? Pas du tout. Le mouvement réformateur a toujours été, et dans ses négociations, reste bien ce qu'il est, un parti de centre droit. Alors, autre question de Yann Peter, mais je crois qu'il essaye de vous provoquer un petit peu. Pourquoi le MR est-il à ce point dans une logique d'augmenter les prélèvements obligatoires, ou la coalition suédoise, pourquoi est-elle dans une logique d'augmenter les prélèvements obligatoires? Je crois que ce monsieur ne nous connaît pas, n'a pas lu notre programme, et je l'invite, il est téléchargeable sur le web, à télécharger notre programme et à le lire, et on discutera après. Oui, mais quand on cherche 17 milliards, est-ce qu'on peut se passer de recettes supplémentaires? On fera tout dans les économies? Je pense qu'il faut toujours d'abord chercher à voir comment on peut réduire les dépenses.
Et si prélèvement il doit y avoir, c'est plutôt rétablir des équilibres que prélever et taxer les citoyens. Vous savez bien que ce n'est pas du tout dans le programme du mouvement réformateur. Alors, autre question d'un internaute qui se présente comme apoplexie. Comment le mouvement réformateur bruxellois va-t-il collaborer avec une NVA anti-Bruxelles et anti-belge? Est-ce que la droite passe avant le pays? Alors, le mouvement réformateur bruxellois a toujours été extrêmement clair, et mon chef de groupe à la région, Vincent De Waal, a toujours été extrêmement clair. À Bruxelles, ce n'est pas possible de collaborer avec la NVA en tant que parti bruxellois au niveau de la région, puisque c'est un parti qui nie notre région. Mais c'est possible au fédéral? Mais au fédéral, à partir du moment où il n'y a aucune ligne institutionnelle dans l'accord de gouvernement, aucune demande institutionnelle qui doit être relayée par la NVA, que nous travaillons sur le terrain socio-économique, nous pouvons travailler, c'est ce que nous faisons. Ouais, et vous avez confiance dans la NVA, même s'il n'y a pas de demande institutionnelle à proprement parler? J'ai confiance dans mon parti. Nous avons confiance en nous-mêmes. Mais quand il va s'agir de faire des économies, on ne va peut-être pas à chaque fois se poser la question de savoir si on fait les économies côté néerlandophone ou côté francophone. Quand on va décider des mesures, on va s'interroger pour savoir si ça avantage plutôt les francophones ou les néerlandophones. Ça se passe toujours comme ça au fédéral. J'ai confiance dans les déterminations de mon parti, qui est un parti francophone, à défendre les intérêts des siens et à défendre notre programme. Donc j'ai confiance dans la fermeté de nos négociateurs et dans leur vigilance aussi. Dans des partenaires, dans des adversaires politiques, on n'a pas confiance. On noue des alliances ou on gère une opposition. La confiance, c'est en nous que nous devons l'avoir. J'ai confiance dans les nôtres. Et le mouvement réformateur est assez fort, seul parti francophone, pour résister à 3 partis flamands sur des questions communautaires. Mais vous parlez comme s'il y avait un front flamand en face de nous. Vous avez effectivement, mais vous avez 3 formations politiques flamandes qui ont chacune leur personnalité, leur positionnement politique, et vous avez une formation politique francophone qui a son programme et sa détermination. Ouais. Donc 6 ou 7 ministres pour le mouvement réformateur? On n'en a pas parlé, 7. On ne parle pas de casting, on parle de programme. Et donc il faudra qu'il y ait des Bruxellois? Il y a toujours des équilibres. Vous le savez, les partis font toujours attention à bien respecter les équilibres régionaux, les équilibres maintenant aussi, et vous le voyez pour d'autres sujets, les équilibres hommes-femmes, puisque ce sont des choses qui prennent de plus en plus d'importance. C'est une des choses dont on discute pour le commissaire européen. Le Bruxellois, ce sera Vincent De Waal au gouvernement fédéral? Je vous dis, on n'a pas encore de casting. Oui. Vous n'avez pas une idée, il ne vous en a pas parlé? Non. Bon, si c'est Vincent De Waal, est-ce que Françoise Berthiaud prendra la responsabilité d'être chef de groupe à la région bruxelloise? Bon, moi, je ne prends rien, hein. C'est mon président de parti qui me confie. Ma préférence, elle est évidemment pour les matières que je pratique le mieux, parce que je les connais le mieux, ce sont les matières communautaires. Mais je suis à la disposition de mon parti, et si mon président de parti veut me proposer de faire autre chose, eh bien on discutera. Donc vous ne répondez pas non, la porte n'est pas fermée. On aura cet accord suédois quand? Dans les prochaines semaines. Vous n'avez pas envie de me dire si ce sera par exemple avant la rentrée parlementaire du second mardi d'octobre? Mais on ne peut pas le dire. On sait que ça avance bien. On sait que pour le moment, c'est favorable et positif, mais on ne s'enferme pas dans un calendrier parce que ce serait mettre sur cette coalition une pression qui n'est peut-être pas utile si on veut avancer sereinement. Merci Françoise Berthiaud d'avoir été l'invitée de l'interview, première invitée de la saison. Petite nouveauté cette saison, vous retrouverez en radio des extraits de cette interview tous les jours sur l'antenne de Vivacité, sur l'antenne bruxelloise de Vivacité, aux alentours de 16h30. Vous pouvez donc vous réécouter tout à l'heure à 4h30. À demain. Demain, c'est Didier Gauzuin qui sera notre invité. Bon après-midi à tous. 18h, ce sera le journal avec Marine Hubert. 18h25, vous avez rendez-vous avec Valérie Leclerc pour un M spécial rentrée scolaire.